faciliter tout ce travail-là. Bon, là, je vais vous faire part d'une des plus grosses réflexions qu'il y a eu sur ce SCOT. C'est voilà, comment on anticipe les perspectives démographiques d'un territoire, comment ça se joue aussi sur les problématiques de l'attractivité du territoire, et vous verrez que la question des centres-bourgs est dedans, et après comment on fait pour travailler sur le besoin de logement et la typologie de logement et les règlements qu'on peut en faire ressortir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette présentation, parce que toute la journée vous allez avoir des présentations très opérationnelles. Ben, nous on voulait vous montrer comment, alors aujourd'hui on a des actions très opérationnelles qu'on met en place, on pourra en discuter si vous voulez, mais c'est vous montrer comment on avait cheminé avant de mettre en place nos actions concrètes et opérationnelles sur le territoire. Alors quelques petits éléments de diagnostic pour visualiser bien les choses. Donc le parc des Grands Causses, c'est tout le sud d'Aveyron, donc c'est 93 communes du sud d'Aveyron qui englobe à peu près 70 000 habitants, avec une densité de population assez faible, avec 20 habitants au kilomètre carré en moyenne, avec certaines zones des Grands Causses où on descend à 2 habitants au kilomètre carré. 44% de la population vit dans les 2 seules villes de Millau et Saint-Affrique, ça veut dire que vous avez quasiment les 2 tiers qui habitent en dehors du territoire. Voilà. Alors sur l'évolution de population, on voit qu'il y a quand même quelques disparités à l'intérieur du territoire. Alors toute la partie plutôt verte, ce sont les communes où on a une baisse chronique de la population dans les communes, et on voit qu'il y a une plus forte, qu'on a une avancée démographique qui est positive sur l'axe Millau-Saint-Affrique et sur l'axe de la 75. C'est à peu près ça les logiques territoriales. Donc on verra comment le territoire a cherché à répondre à cette situation qui maintenant a été engagée depuis le début du siècle et qui s'est accélérée. Sur le solde migratoire, eh bien on a essayé de balayer aussi quelques idées reçues, parce que les élus étaient persuadés que n'arrivaient sur le territoire que des populations vieillissantes qui venaient à la retraite. Et bien on voit que c'est pas exactement vrai. Alors c'est vrai qu'on a pas mal, on a un solde qui est négatif sur les 15-25 ans, mais c'est l'effet lycée et surtout université. Et on voit que ça revient pas mal à partir de 35 ans, et surtout sur la tranche d'âge 40-54. Donc c'est vrai qu'on a quand même on a une majorité de gens qui sont actifs, qui viennent sur le territoire. Une petite diapo pour montrer un peu ce qui s'est passé sur les 40 dernières années en termes de production de logements sur le territoire. Donc on voit que quand même essentiellement sont construites des résidences secondaires. Et on voit qu'on a multiplié par 3 aussi en 40 ans le nombre de résidences principales, mais qu'on a multiplié par 3 le nombre de résidences secondaires sur la période, et qu'on a quand même une certaine stabilisation de la vacance. Ouais. Le modèle c'est essentiellement le pavillon. Alors nos données dans le SCOT montrent même qu'on peut avoir des emprises foncières par pavillon qui sont assez grosses sur les 15 dernières années, avec des communes où on monte à 5000 m² en moyenne par pavillon. Donc ça fait qu'on a eu un effet de mitage assez important, même à l'intérieur de lotissements. Et que par contre, la maison de lotissement a eu son effet, mais c'est pas ce qui est majoritaire, et le nombre d'appartements non plus. Alors, avant d'en arriver aux projections démographiques, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de population, on a un sol naturel qui est négatif sur le territoire depuis 25 ans, et ça ne s'améliore pas, c'est-à-dire qu'on a plus de décès que de naissances sur le territoire. Malgré tout, depuis les années 2000, on a une augmentation de la population qui a redémarré. Donc cette population, elle augmente pour une simple raison, c'est qu'on a des nouveaux arrivants. Voilà. Donc ces nouveaux arrivants, ils compensent le solde naturel négatif et expliquent l'augmentation de population. Donc on a fait un travail quantitatif avec l'INSEE pour savoir, voilà, sur les 30 prochaines années, est-ce qu'on va avoir une augmentation de population, une stabilisation, ou est-ce que ça va redécliner. Donc on a fait travailler les algorithmes. Donc vous voyez,
La première courbe qui est intéressante, c'est le scénario sans migration, c'est-à-dire voilà, comment on analyse le sol naturel. Si on mettait un mur tout autour du territoire du parc, qu'est-ce qui se passerait? Mais en fait, on perdrait en 30 ans 10% de la population. Voilà, parce que le vieillissement augmenterait. Voilà, donc c'est tous ces effets-là que vous voyez. C'est ça le profil d'un territoire de faible densité d'un Sud-Aveyron si rien ne se passe. Par contre, voilà, si les logiques territoriales on les laisse faire, il y a trois scénarios, les trois sont positifs. Alors il y a toujours un scénario haut, un scénario moyen, un scénario bas. Et le scénario haut est très positif. Alors quand on est très bâtisseur et quand on a envie d'ouvrir des zones à urbaniser dans ces futurs PLU, les élus de SCOT disent on va prendre ce scénario parce qu'il est bien, plus 30%, on va pouvoir y aller, on n'aura pas trop de contraintes. Alors c'est pas ce qu'ont voulu faire les élus du Sud-Aveyron. Ils ont cherché à voir comment on va faire dans ces scénarios pour avoir le scénario crédible. Nous, on a corrélé le travail de l'INSEE avec le potentiel d'emploi, rien que par la destruction d'emplois liés à la retraite. Parce on sait qu'on va avoir un fort départ à la retraite de deux secteurs, qui sont les paysans. Sur le Sud-Aveyron, on a 1800 exploitations. Sur ces 1800, on sait qu'on en a 700 dont le chef d'exploitation va partir à la retraite dans les 5 ans. Et donc ça peut être un vivier d'attractivité du territoire, sachant qu'on a des bons ratios de reprise d'exploitation agricole, et on a les cadres, que ce soit du public ou du privé. On sait que dans les 5-10 ans, on va avoir un fort départ à la retraite des cadres du territoire, des entreprises ou des collectivités. D'ailleurs, il y a une place de sous-préfet qui est à prendre depuis peu. Voilà ces questions. Alors, ça a été très important ce travail quantitatif à l'INSEE parce qu'il a permis aux élus de se sortir de la tête des idées reçues. Hein, on avait des idées reçues que, notamment dans dans l'immigration interne, que Millau et Saint-Afrique, c'était les villes qui piquaient les habitants aux communes qui étaient aux alentours. Et tout le monde était persuadé de ça il y a 3 ans et demi quand on a démarré le SWOT. Nous, on a montré que ce n'était pas vrai et qu'il existait des logiques de parcours résidentiel, et notamment qu'un nouveau arrivant, quand il arrive sur le territoire, il va à Millau Saint-Afrique parce qu'il y a du locatif, et qu'après il se redispatche sur les communes aux alentours, sur les axes dynamiques. Alors on s'est dit, quels sont ces grands enjeux liés à ça? Donc, on a quand même une prise en compte de l'augmentation du vieillissement de la population. Ça va avoir des répercussions sur nos choix en termes de logement. On a un fort enjeu sur le renouvellement des actifs. Si on veut, dans nos logiques d'attractivité, il va falloir anticiper ça. C'est-à-dire, si on fait venir des gens, il va falloir qu'ils trouvent un job, sinon ça va être complexe. Comment on fait pour capter des nouveaux arrivants? Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose, et que si tout le monde l'avait résolu, on aurait plus ces réunions. Et après, c'est comment on fait pour prendre en compte des disparités territoriales à l'intérieur du Sud-Aveyron, pour ne pas être dans une logique de concurrence des communes, mais dans une logique des complémentarités. Et je pense que si le SCOT a eu un effet bénéfique en Sud-Aveyron, c'est celui-là. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, ils parlent d'une même voix, les élus du Rougier, du Millavois, du Saint-Africain. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui était important. Donc on a décidé de faire un travail en collaboration avec l'université de Toulouse, Jean Jaurès, pour avoir une approche plus qualitative avec nos nouveaux arrivants. Parce qu'avant de mettre en place des dispositifs, de faire des opérations de centre-bourg, de faire des logements, etc., il faut qu'on connaisse quelles sont les attentes des nouveaux arrivants. Donc on a eu une force de frappe avec cette licence 3 APTER, où on a eu une quarantaine d'étudiants pendant un bon moment, qui a fait de l'entretien qualitatif avec des nouveaux arrivants qui sont arrivés sur le territoire depuis 10 ans. Et on a travaillé ensemble la grille d'entretien pour avoir certaines réponses à des questions qu'on avait. Donc ça, c'est le contexte de l'étude. Notamment, où on a cherché toutes ces attentes. Alors on en parlera particulièrement sur le volet logement, parce que ça a été très intéressant, et là encore une fois, ça a balayé une série d'idées reçues. Première question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et la première réponse, très majoritaire, on la retrouve dans chaque entretien, c'est le paysage. Alors là, on l'appelle le cadre paysager, qualité de vie, enfin, comme on veut, mais derrière, c'est la notion de paysage qui est là. C'est ce qui fait que
le paysage est attractif. Ce côté rural, une volonté de préservation, euh, qualité environnementale, voilà, tout un ensemble de marqueurs positifs. D'ailleurs, c'est pas anodin. Dans le SCOT, la première valeur qui est mise en avant dans les ressources du territoire, c'est le paysage. Donc le paysagiste du parc est là, si vous avez des questions à lui poser tout à l'heure, ça fera un plaisir. Arrivent de manière plus secondaire les questions très environnementales, sécuritaires, voilà, parce qu'on s'est posé la question, on a beaucoup d'arrivées des gens de PACA. C'est les premiers, c'est interne à l'ex-Midi-Pyrénées qui arrivent chez nous. Après, on a pas mal de Parisiens qui reviennent au pays. Et on a des habitants de PACA. C'est les trois sources de. Donc, sur ce volet sécurité, c'est souvent des gens qui viennent de PACA. Et après, ils viennent aussi par relation sociale. On a un cousin, un frère, une sœur, un cousin, des copains qui habitent là. C'est sympa, on est venu pendant les vacances et on est arrivé sur le territoire. Voilà, donc ces principaux motifs d'installation, c'est bien ça, en sachant que l'un des premiers moteurs, ça reste l'emploi. C'est-à-dire qu'on vient si on sait qu'on a un emploi ou un projet de vie. C'est-à-dire un projet de vie qui est lié à une activité économique. Donc d'autres choses, le coup de cœur, parce qu'on est venu en vacances, c'est génial et il faut absolument que notre activité économique, on la monte. Alors c'est vrai que ça, on en a beaucoup sur le coup qui crée des projets touristiques, avec des gîtes, etc. Et après, un autre élément, alors qui est arrivé plus loin, mais qui est quand même très récurrent, c'est le prix du foncier et le prix du bâti, l'accès au bâti qui est très accessible par rapport à d'autres territoires. Donc on s'est aperçu que le logement, c'est un facteur déterminant de l'accueil des nouveaux arrivants. Donc le nouvel arrivant, dans son parcours résidentiel, première chose qu'il fait, c'est qu'il va louer. Parce que c'est plus simple, c'est plus sécure, parce que s'il faut repartir, on est moins contraint, parce qu'on est sûr qu'on ne sera pas embêté pour vendre, etc. Donc locatif. Alors souvent, la première accroche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Millau Saint-Afrique, et après, on essaye de se reporter. Alors ça peut être du locatif sur des centres-bourgs plus secondaires, et plus on va dans des communes petites, moins l'offre locative existe et moins il y a un marché. Après, on s'est aperçu d'une chose, c'est que qu'on soit sur le marché social ou non social, on a un alignement des prix, voire des fois le marché privé est plus bas que le marché social sur l'accession. Donc c'est pour ça qu'on utilise nous assez peu comme indicateur les chiffres du logement social parce qu'ils disent rien. Voilà. Pas grand chose. Après, quand on leur a posé la question, comment vous avez trouvé votre logement? Alors c'est souvent par effet d'opportunité, le coût était abordable, l'offre, d'un point de vue quantitatif, on trouve toujours quelque chose, mais ça répond rarement à l'ensemble des critères qu'on s'était donnés au début quand on arrive. Alors c'est ça qui nous a intéressés. C'est-à-dire, en quoi vous trouvez jamais ce que vous voulez. Alors ça a été une question très intéressante. Alors, ça on l'a abordé, je vais pas. C'était une question importante parce qu'en fait, on s'aperçoit dans la diapo que je vous ai montré tout à l'heure, c'est souvent ce qui s'est développé sur les 20-30 dernières années, c'est de la maison individuelle ou du lotissement basique, mais qui a été activé par de la décohabitation. C'est-à-dire, dans l'espace des 30 dernières années, on est passé de 5 habitants par logement à aujourd'hui 2,1 sur le territoire. Donc, ce qui a expliqué la construction sur ces 30 années, c'est la décohabitation, c'est pas les nouveaux arrivants. Donc le paysage qu'on a aujourd'hui a été créé par les habitants locaux historiques. Et aujourd'hui, nos nouveaux arrivants, s'ils viennent sur le territoire et que c'est pour des raisons paysagères, on s'aperçoit que le modèle du lotissement, c'est terminé. Donc il y a beaucoup d'architectes dans l'audience, il y a nous, dès qu'on en croise, ou les promoteurs immobiliers, bon, on insiste là-dessus en disant, faites gaffe, la forme urbaine qu'on connaît, qui est facile, qu'on copie-colle avec AutoCAD, c'est terminé. Voilà. Enfin, on peut toujours essayer de continuer, mais on aura de la vacance. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des lotissements qui ont été faits il y a encore quelques mois, dont on devait vendre, parce qu'en plus,
une légion qui est arrivée, qui devait remplir, ça se passe pas. Hein, je vous le dis. Voilà. On a de la vacance. Donc, nous, on est persuadé d'une chose, c'est que la forme urbaine de l'habitat de demain, il va falloir la penser avec les gens qui vont arriver. Donc nous, c'est sur ça qu'on a insisté sur cette étude, et c'est sur ça qu'on a insisté pour développer nos actions des 4 à 5 ans qui vont arriver sur le territoire. Dans ce qui leur fait peur aussi dans les centres-bourgs, alors pourquoi on ne passe pas à l'acte des fois de l'achat, parce qu'il y en a beaucoup on va en reparler, c'est plusieurs effets, c'est qu'ils se disent comment on fait pour décohabiter des logements qui sont souvent trop petits. Je vous prends le cas du centre-ville de Millau. Millau, la taille du logement moyen, c'est 30 mètres carrés. Aujourd'hui, on ne fait rien dans 30 mètres carrés, donc il va falloir réinventer comment on fait pour pousser les murs, jouer entre les étages. Voilà, ça va être ça l'enjeu de l'avenir. Comment on fait pour faire rentrer la lumière et comment on fait pour convaincre nos amis de l'UDAP. Voilà, voilà, tu es là, alors je ne pouvais pas ne pas le dire. Alors nous, pour faire ça, c'est une boutade, mais c'est un vrai questionnement qu'on s'est posé, et notamment une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a un habitat caussenard un peu particulier, avec des voûtes, donc on ne sait pas quand est-ce que s'arrêtent les murs, on ne sait pas quand est-ce qu'on commence les plafonds, donc pour faire de la rénovation thermique, par exemple, c'est un peu complexe. Alors, on a beaucoup d'idées reçues aussi sur ces questions-là, donc pour balayer les idées reçues sur ces questions, on a missionné un bureau d'études hyper spécialisé sur le patrimoine, sur le patrimoine, et qui a mis sous sonde thermique, hygrométrique, de la lumière, enfin, des choses très très complexes techniquement pour qu'on connaisse quelles sont les qualités intrinsèques de nos maisons et comment elles réagissent dans le temps, mais dans le temps long. Ça fait des simulations assez intéressantes. Et à la fin, on leur dit, voilà, maintenant, une fois qu'on connaît nos maisons, alors même eux, ils ont été surpris, hein, nos ingénieurs, vous savez que quand on passe le premier quart d'heure à discuter avec eux, on ne comprend pas tout, mais à la fin, on voit bien quels sont les grands enjeux. Et notre question, c'était maintenant, il nous faut un bouquet de travaux qui permettent que la maison soit vivable, avec de la lumière, qu'on sache la rénover sans flinguer son intérêt patrimonial. Donc ça, c'est encore un travail qu'il va falloir qu'on mène ensemble pour arriver à quelque chose de performant, notamment dans les zones patrimoniales d'intérêt majeur, mais que ces maisons soient vivables. Et un autre sujet qui est très important, qui s'insère dans un modèle économique qui soit réaliste. Parce que si on s'adresse qu'aux gens qui ont l'ISF ou qui le payaient avant, ça ne va pas le faire. Voilà, parce qu'on va toucher 1% des habitants et ces gens-là, ils n'avaient pas de problème financier pour pouvoir intervenir sur ces maisons. Donc c'est ça le travail qu'on est en train de mettre en place pour essayer de répondre à toutes ces questions. Alors la vacance des centres-bourgs, elle est liée à plein de raisons. Alors ça aussi, ça nous amène aujourd'hui à réfléchir sur les modes d'action qu'on va avoir. On a des communes où on a 40-45% de vacances dans le centre-bourg. Et une des raisons, je ne vous dis pas que c'est la principale, mais elle est très forte, c'est l'indivision. On a des indivisions qui atteignent le seuil des 30 ans, donc peut-être qu'on va pouvoir accompagner les communes à agir, mais derrière, ça veut dire qu'il faut aussi des opérations qui soient faisables, réalisables, en sachant que nos communes, elles ont... Bon, on a vu qu'en Lozère, on arrivait à avoir des taux de subvention de 80% sur des logements. C'est bien, et je ne suis pas sûr que ça dure dans le temps sur tout le territoire. Donc il va falloir qu'on trouve des modèles économiques qui nous permettent de rénover, d'intervenir sur ces logements, sans que ça vienne gréver les indices de capacité d'investissement des collectivités, qui sont déjà surendettées. Si je vous donne les indices de fiscalité de nos communes, c'est très dur. Donc, on a des communes qui ont mené des actions foncières depuis 50 ans et ça aboutit aujourd'hui, c'est l'opération Centre-Bourg de Saint-Afrique. Mais comment on fait avec des gens qui n'ont rien commencé il y a 50 ans pour agir aujourd'hui? Donc, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Et on a quelques expérimentations. Alors, nous aussi, on a des expérimentations sur le bail amphithéotique. Je pense que c'est quelque chose qui dans l'avenir, va monter en puissance. Mais on a aussi le prêt à usage, le Comoda pour ceux qui connaissent. Et le prêt à usage, ça permet à des tiers, donc des nouveaux arrivants, de venir dans une maison qui n'est pas en forme, de porter leur projet à eux, architectural, comme un maître d'œuvre, sauf qu'ils ne sont pas propriétaires. Alors pour eux, l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir construire une maison sans avoir à payer la plus-value l'accès au foncier, grosso modo.
Donc ça leur fait une enveloppe pour faire des travaux qui soient corrects. Et le propriétaire est content parce que tout de même il n'avait pas la capacité d'investir. Il ne voulait pas vendre parce qu'on ne sait jamais. Nos petits-enfants, peut-être, ça les intéressera. Et sur le coup, on arrive quand même à sortir des logements sans que voilà, on se soit détaché de la propriété privée. Et les autres, ils ont fait leur projet à eux. Parce que souvent, quand on arrive dans un locatif, l'appart, il ressemble à tout sauf à notre projet de vie. Voilà. Donc c'est ça la question qui est derrière. Donc on est en train de travailler avec des communes, notamment Camarès, qui est très, très motivé sur ce chantier des indivisions et du préusage, pour débloquer des choses. Donc on a pour parler prochainement avec l'EPF d'Occitanie pour voir si on est capable de trouver des nouveaux produits qui vont faire que ça décolle. La résidence secondaire a de forts impacts. Alors nous, on s'est aperçu que sur notre territoire, on avait deux types de résidences secondaires. On avait le cas, comme dans une commune où, je prends souvent Nantes en exemple, où on a 60% de la commune qui a résidence secondaire, mais c'est de la résidence secondaire habitée. C'est-à-dire que c'est beaucoup de Montpelliérains qui viennent 4 jours semaine à Nantes toute l'année. Donc ça pose moins de problèmes, mis à part que les élections municipales se passent à Montpellier. Mais en tout cas, le village y vit. C'est-à-dire que les épiceries sont ouvertes toute l'année, les boulangers sont ouverts toute l'année. Enfin, il y a une vie qui n'est pas mise à mal parce que la résidence secondaire est occupée qu'une semaine tous les 2 ans. Voilà. C'est pour ça que nous, on se méfie toujours aussi de la statistique de la résidence secondaire parce que ça peut être très différent d'un endroit à l'autre. Le sud, là, vers les Rougiers, etc., c'est beaucoup plus problématique. La résidence secondaire, c'est plus le modèle on vient chez papy-mamie une semaine tous les 2 ans. Voilà. Et ça a des impacts sur les centralités et sur les bourgs qui sont très différentes. Donc nous, on appelle aujourd'hui les élus à essayer de travailler différemment sur les deux phénomènes. Bon, ça, comme je suis très bavard, je vais passer sur les choses qui sont moins importantes. Alors sur le coup, on a essayé de caractériser nos nouveaux arrivants, parce que le nouvel arrivant n'est pas un objet social homogène. Donc avec nos étudiants, on est arrivé à 6 catégories de nouveaux arrivants, et selon les cas, on voit comment on peut agir différemment sur le logement, sur les aménités, sur toutes ces questions-là. Donc les premiers identifiés, c'était les citadins qui viennent à la campagne. Donc ces citadins, c'est des gens qui ont un rapport à l'emploi plutôt flexible. Voilà, ils ne sont pas inquiets, ils peuvent faire du télétravail, ils peuvent être indépendants, il y a pas mal de cas de figure. C'est des gens qui sont très très attachés au cadre de vie, au patrimoine naturel et bâti. Donc c'est des gens qui sont très enclins à vouloir retaper un habitat patrimonial cauchemar. Des pratiques de loisirs indépendantes, une forte implication locale et associative, volonté de développer l'économie locale, et on utilise la voiture parce que si on n'a pas la voiture, on ne se déplace pas. Après, on a des alternatifs. Alors, un mode de vie un peu différent, un habitat parfois un peu plus alternatif, un rapport à l'emploi qui est souple aussi, mobilité douce, et une forte implication locale et surtout associative. On a les opportunistes. Alors les opportunistes sont venus pour rechercher tranquillité et sécurité, volonté d'accéder à la propriété, l'utilisation fréquente de la voiture assumée, un mode de consommation grande surface, une pratique d'activité et de loisirs en ville, une implantation qui est incertaine, c'est des gens où on a des forts taux de départ, et une faible implication locale à l'exception des associations de parents d'élèves. Après on a les accommodants. Alors les élus nous disent c'est ceux qui ressemblent le plus à l'autochtone. Des revenus modestes, des pratiques de consommation à faible coût, une pratique d'activité autonome, des utilisations fréquentes de la voiture, mais une faible implication locale, mais qui se sentent quand même très intégrés dans la vie de la commune. Les insatisfaits, un rapport à l'emploi difficile, insatisfaction en termes de logement, pratiques de loisirs et modes de consommation qui ne répondent pas du tout à leurs attentes, une difficulté d'intégration au sein de la population locale et une faible implication locale de manière générale. Et les indépendants, achat de produits locaux et qualité, logement locatif avec projet de devenir propriétaire, une forte implication locale et associative, des amoureux de la nature et recours aussi à la voiture.
Donc on a ces six profils et qui viennent dans quatre types de territoires à l'intérieur de notre Sud-Aveyron. Donc les pôles majeurs, Millau Saint-Afrique, des pôles intermédiaires, donc peuvent être les anciens chefs-lieux de canton, pour faire simple, Camarès, Belmont, pour ceux qui connaissent, la cavalerie. Des communes plus en transition, on est sur les axes Millau Saint-Af ou de la 75, et après on a des communes isolées, à forte identité, mais qui ont moins de liens avec le reste, où là c'est toujours plus complexe d'agir. Voilà, bon. Alors toute cette réflexion nous a amené à construire notre SCOT. Alors je ne vais pas vous refaire toutes les prescriptions et recommandations qui sont dans le règlement, mais en tout cas c'est ça qui nous a amené à mener des mesures de densification, parce que je peux vous dire que pour les élus c'était compliqué, hein, parce que c'est vrai que d'ordinaire on se dit, les gens ils viennent parce qu'ils veulent un grand terrain pour faire leur maison au milieu, on ne pense pas le lien social, tout ce tas de choses. En fait, voilà, on les a amenés progressivement avec tout ce travail-là à se dire, c'est pas ça forcément qui est recherché. Voilà. Au bilan, je sais pas, quand on a commencé le SCOT il y a 3 ans et demi, alors il y a les amis de la DDT, peut-être qu'ils ont les chiffres mieux que moi, mais on avait 80% des communes qui n'avaient plus un document d'urbanisme actuel. Alors, soit on avait des vieux postes qui avaient duré, des cartes communales qui un peu obsolètes, on avait 2 PLU dits Grenelle. Voilà, c'était ça la situation. Aujourd'hui, on a le SCOT qui est approuvé, 5 PLUI, enfin le 5e va être prescrit normalement au mois de décembre. Donc on est rentré dans une démarche très proactive, et je pense que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les PLU, c'est plutôt bénéfique. Ouais. Je pense qu'au total, on va dézinguer des vieilles zones U ou AU à des hauteurs astronomiques. Alors on avait 600 ans d'avance, hein, au rythme de la construction qu'on connaissait, donc on était tranquille, mais on est revenu à des choses plus crédibles. Hein. Donc ça, rien que ça, c'est intéressant. Il y a des indices de densification très forts. Après, les élus nous ont demandé de travailler sur l'attractivité, tout le monde en parle, mais on est très sectorisé. On a ceux qui font l'attractivité économique, on a ceux qui font l'attractivité, les nouveaux arrivants, on va les payer pour qu'ils viennent prendre du foncier chez nous. Enfin, on a des mesures toujours très... Nous, on se pose la question, on n'a pas d'idée préconçue. Par contre, quand les gens ont envie de venir, on essaye d'analyser leur projet de vie, plus que le projet économique, le projet de vie et comment on les accompagne là-dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place une cellule, alors qui ne sera pas fixe, parce que des fois, on aura besoin des amis du CAUE, parce que ils ont un projet architectural un peu sympa, voilà, donc il faudra qu'on voit comment on fait ça. C'est lié avec le projet économique, donc il faudra qu'on travaille avec le conseil départemental ou la région, etc. On essaie de créer cette cellule flexible où tout le monde joue le jeu, pour que quand on a un projet de vie un peu décalé, des fois, voilà, en ce moment on accompagne quelqu'un qui veut se mettre à faire du whisky sur les Vesoux, on l'accompagne. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour qu'on l'accompagne dans les tuyaux. Donc, et derrière, il y a son projet de vie, tout est à mettre en place. Les élus, ça les a motivés aussi à se dire, voilà, construisons autrement, arrêtons de faire des lotissements, ça me suffit. Et bien on a 7 communes, ils ont demandé, venez nous accompagner pour faire un éco-hameau. Aujourd'hui, c'est la demande. On a 5 ou 6 communes qu'on va accompagner dans le cadre de l'appel à projet de la région sur les centres-bourgs, pour essayer de sortir des ornières foncières, des ornières d'indivision, porter des projets, essayer de faire certains curetages, parce qu'on a des maisons qui sont prêtes à s'écrouler, mais qui... Donc voilà, c'est un petit peu sur tout ça que ça découle, mais en tout cas, il faut garder cette flexibilité pour que ça soit efficace.